Donc, je vais vous présenter, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de l'évaluation du risque infectieux lors d'un bris de retraitement d'un dispositif médical, qui va être présenté par Valérie Cortin et André Pelletier. Mais juste avant de débuter, on va juste demander à tout le monde d'éteindre les caméras et les micros, s'il vous plaît, juste pour la durée de la présentation. Et après ça, on va pouvoir les rallumer là, pour la période d'échange à la fin. Donc, avant de commencer, les consignes, comme d'habitude, c'est on a à peu près 35 minutes, 40 minutes pour la présentation et on va garder un bon 15 minutes là, pour toutes les questions. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans le module conversation, mais on vous encourage de plutôt les adresser là, de vive voix là, à la fin de la conférence en demandant la parole. Donc, simplement levez votre main. Donc, il y a un petit icône en haut que vous pouvez là, sélectionner pour lever votre main. Et donc, on vous encourage fortement à prendre la parole. On n'a pas assez souvent d'échanges ces temps-ci en personne et de vive voix. Donc, s'il vous plaît, là, je vous demanderai là, de poser vos questions de vive voix. Ensuite, je vous rappelle que la conférence est enregistrée et le lien va être déposé sur la plateforme de la communauté de pratique. S'il y a des questions qu'on n'a pas pu adresser durant la période d'échange, on va également dans le fond, les envoyer à nos conférencières et pouvoir là, déposer ce document-là sur la plateforme. Il y a également, la présentation va également être déposée sur la plateforme et il y a déjà le lien vers la conférence, vers l'évaluation de la conférence. Et donc, vous pouvez là, y compléter. Donc, je vous rappelle pour ceux qui désirent recevoir des crédits de formation continue pour cette activité, il va falloir là, que vous complétiez ce formulaire. Dernière chose, il va nous rester seulement une autre conférence pour notre programme qui va être au mois de juillet. Je sais qu'il y a de nouveaux membres de la communauté de pratique. Je sais que la plateforme n'est pas peut-être très conviviale. Donc, vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme, je vous encourage à me contacter, soit à travers le courriel de la communauté de pratique ou mon courriel personnel. Et je vais être disponible pour répondre à vos questions. Même, j'envisage même peut-être monter des petits webinaires là, sur l'utilisation de la plateforme. Donc, ça va être annoncé là, sûrement dans notre prochain bulletin de notre communauté de pratique. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos deux conférencières. Donc, il y a Valérie Cortin, qui est conseillère scientifique spécialisée en évaluation du risque à la santé et chef d'équipe du Centre d'expertise en retraitement des dispositifs médicaux, donc le CERDEM. Elle est ingénieure biochimiste de formation. Elle travaille depuis bientôt 10 ans à l'INSPQ. Elle a notamment coordonné le groupe de travail multidisciplinaire pour le développement du cadre de référence en gestion des risques en santé publique, qui a été publié en 2016. Elle a également coordonné le groupe de travail multidisciplinaire chargé de développer et offrir en 2019 la formation en gestion des risques aux intervenants du réseau de la santé publique. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir André Pelletier, qui détient un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal. Infirmière clinicienne de formation, depuis 2012, elle travaille à l'INSPQ comme conseillère scientifique pour le Centre d'expertise en retraitement des dispositifs médicaux. Elle a été gestionnaire durant 10 ans dans une unité de retraitement où elle a été lauréate du programme de reconnaissance, organisation du travail et gestion du changement. Elle a été impliquée dans plusieurs dossiers, dont la réalisation et l'implantation du premier logiciel de traçabilité des dispositifs médicaux, la réalisation du programme d'attestation d'études collégiales et du programme de reconnaissance des acquis et des compétences en retraitement des dispositifs médicaux du Cégep Saint-Laurent, la réalisation d'un centre de retraitement des dispositifs médicaux en Ontario d'une capacité de retraitement de plus de 2500 plateaux par jour et la révision du programme Qmentum en retraitement des dispositifs médicaux réutilisables d'Agrément Canada. Depuis près de 20 ans, elle participe aux différents travaux de l'Association québécoise en retraitement des dispositifs médicaux. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux conférencières aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci Mireille pour la présentation. Alors, bonjour à tous. Les 40 prochaines minutes seront consacrées à présenter l'évaluation du risque infectieux lors d'un bris de retraitement. Tout au long de ce webinaire, nous ferons en sorte d'interagir le plus possible avec vous et d'illustrer la matière abordée à l'aide d'un exemple afin de favoriser votre apprentissage. Vous êtes
environ une quarantaine de personnes inscrites à ce webinaire. Merci pour votre intérêt à ce webinaire. Passons à la diapo 2, s'il vous plaît. Est-ce que Valérie, tu avances? Elle n'est pas en mode... Donc, à la diapo 2, c'est concernant la divulgation des conflits d'intérêts potentiels. Valérie Cortin et moi. Excuse-moi, André, est-ce que tu vois la présentation? Parce que Oui. moi, j'ai partagé et là, moi, je vois que je partage, là, c'est bon? Oui, tu partages, mais on voit encore, on ne voit pas en présentation. OK, bon, excusez-moi là, pour le problème, là, je vais repartager parce que c'était bloqué. D'accord. Donc, je vais aller tout de suite à la diapo 2. Donc, concernant la divulgation de conflits d'intérêts potentiels, Valérie Cortin et moi n'avons pas de conflit d'intérêts en lien avec cette présentation. Donc, à la diapo 3, donc avant de plonger dans l'évaluation du risque au CERDEM, nous allons d'abord vous expliquer le mandat du CERDEM et le service offert au réseau, pour ensuite décrire le processus de retraitement des dispositifs médicaux. Puis ma collègue Valérie vous présentera les phases d'évaluation et de gestion du risque infectieux lors d'un bris de retraitement et illustrera l'application du processus d'évaluation du risque par un exemple concret. Je vais maintenant vous expliquer le mandat du CERDEM. Donc, le Centre d'expertise en retraitement des dispositifs médicaux de l'INSPQ a été créé pour soutenir les établissements de santé dans le retraitement des dispositifs médicaux. Donc, en lien avec le RDM, le CERDEM a pour mandat de fournir de l'expertise conseil, assurer la veille technologique, effectuer les analyses techniques et cliniques, évaluer le risque lors d'événements indésirables ayant potentiellement exposé des patients à un agent infectieux, élaborer des documents de référence, par exemple des guides de pratique, des fiches techniques, des appels à la vigilance, des outils en soutien au réseau, assurer le transfert de connaissances de ces documents et la formation continue, puis surveiller les incidents et les accidents associés au RDM. Donc, ce système de collecte sur les incidents et accidents est réalisé via le rapport d'analyse en RDM, qui est le RARDM, qui sert à corriger l'ensemble des déclarations du réseau liées aux événements indésirables en RDM. Donc, voyons maintenant le service offert au réseau. Donc, les établissements peuvent communiquer aussi avec le CERDEM via une boîte courriel lorsque survient un incident ou un accident, un avis ou une alerte, une situation anormale ou une nouvelle norme associée au RDM. Le CERDEM intervient en deuxième lien. Le CERDEM fait une analyse, une évaluation technique du problème. Est-ce que la problématique est survenue à la suite d'un bris dans le processus de retraitement, d'une défectuosité d'un appareil ou d'une utilisation d'un matériel médical à usage unique retraité par l'établissement? Donc, il s'agit principalement de décrire et de documenter l'écart de pratique de retraitement par rapport aux normes et aux instructions du fabricant. Ensuite, le CERDEM fait les recommandations à l'établissement et aussi peut envoyer un avis au réseau si nécessaire. En cas d'accident impliquant un dispositif médical mal retraité, le CERDEM fait une évaluation de risque ayant potentiellement exposé des patients à un risque infectieux. Tout au long de cette évaluation, le CERDEM apporte un soutien aux décideurs, fait une modélisation du risque. À la suite des résultats obtenus de son évaluation, le CERDEM émet une recommandation à l'établissement s'il est nécessaire ou pas de faire un rappel des patients. L'établissement décide et gère le risque. Passons au processus de RDM. Comment retraiter un dispositif médical? Il faut comprendre que le retraitement n'est pas une activité unique, mais bien un processus qui comprend une série d'étapes aussi importantes les unes que les autres. La réussite de chacune d'elles mène au retraitement adéquat du dispositif médical. Ces étapes suivent une marche de
un principe de marche unidirectionnelle permettant de veiller à ce que chaque étape de retraitement réduise progressivement la charge microbienne sur le dispositif médical. Un dispositif médical est un instrument ou un appareil utilisé à des fins médicales dans le cadre d'un examen diagnostique, d'un traitement ou d'une chirurgie. Le schéma à l'écran montre le cycle de RDM depuis l'utilisation chez un patient jusqu'à son entreposage avant l'utilisation chez un prochain patient. Donc, alors, le retraitement inclut différentes étapes, dont les principales étapes sont notamment le pré-nettoyage pendant l'intervention, à la fin de l'intervention, le nettoyage, la désinfection ou la stérilisation pour se terminer par l'entreposage. Ces étapes doivent être parfaitement exécutées et suivies à la lettre. Chacune de ces étapes doit être réussie avant de passer à l'étape suivante. Elles ont pour but de permettre la réutilisation sécuritaire des dispositifs médicaux sur les prochains patients. Le retraitement représente un défi de taille. Le non-respect d'une étape peut entraîner pour les patients un risque d'infection. La classification de Spalding, datant de la fin des années 60, est largement établie dans les établissements comme référence dans le domaine du retraitement. Suite au nettoyage, le niveau de retraitement requis pour un dispositif médical est déterminé en fonction de son utilisation et du risque d'infection associé. Alors, cette approche permet de déterminer le niveau de retraitement exigé d'un dispositif médical entre deux utilisations. La classification de Spalding répartit les dispositifs médicaux, donc les DM, en 3 catégories. On retrouve les DM critiques qui pénètrent la peau ou les tissus stériles et qui doivent donc être nettoyés puis stérilisés. Les DM semi-critiques qui touchent les muqueuses intactes ou la peau non intacte sans y pénétrer et qui requièrent un nettoyage suivi d'une désinfection de haut niveau. Et les DM non critiques qui ne touchent pas le patient ou seulement sa peau intacte et qui nécessitent un nettoyage suivi d'une désinfection de niveau faible ou intermédiaire. Je cède la parole à ma collègue Valérie. Merci André donc pour cette première partie de présentation. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les différentes phases d'évaluation et de gestion du risque infectieux lors d'un bris de retraitement des dispositifs médicaux. Et ce processus s'appuie ou se base sur le processus qui est présenté dans le cadre de référence en gestion des risques en santé publique qui a été publié par l'INSPQ en 2016. Et ce processus qui est générique va soutenir le jugement professionnel. Il est modulable en fonction du risque et du contexte et il faut comprendre aussi qu'il est complémentaire aux autres guides, lignes directrices spécifiques aux différentes équipes de santé publique. En lien avec ce cadre de référence, j'aurais une première question à vous poser. Connaissez-vous ce cadre de référence qui est disponible sur la page web de l'INSPQ, oui ou non? Donc, en principe, tout le monde devrait voir la question apparaître à l'écran. Donc, juste sélectionner là, le oui ou le non. Juste pour vous dire, moi, je ne vois pas le sondage parce que je suis en mode de présentation. Donc, peut-être juste me dire quel est le résultat du sondage pour que je reprenne la suite. Ben, ça augmente, il y a 34 et ça continue à augmenter vote et il y a 77% des personnes qui ont voté oui. Bon. Donc, la majorité d'entre vous le connaissez. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à visiter la page web de l'INSPQ qui présente ce cadre, son aide-mémoire, puis aussi tous les documents associés ou outils. Et le processus de ce cadre de référence comporte un processus générique, 4 phases interreliées qui présentent chacune plusieurs étapes. La première phase, c'est la phase de cadrage et de planification du processus. La deuxième phase consiste à évaluer et caractériser le risque. La troisième phase, c'est d'évaluer l'acceptabilité du risque et établir les options pour contrôler ce risque. Et la dernière phase, c'est la phase de décision, mise en œuvre et suivi
des interventions qui auront été faites. Et évidemment, la communication et la réflexion éthique intervient à chacune des phases. Il faut aussi comprendre que l'ampleur et la durée des phases est variable en fonction du risque et du contexte. Également, ce qu'on peut voir, c'est que dans l'urgence, on peut parcourir très rapidement ce processus, mais si le risque est plus complexe, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Également, en fonction du risque et du contexte, il peut être intéressant de faire participer des différentes parties prenantes aux différents moments dans le processus. C'est un processus aussi qui, en fonction de l'évolution de la situation, peut être révisé. Une phase qui vient d'être complétée peut être revue, puis également, donc, il peut y avoir du chevauchement entre les phases. Maintenant, je vous invite à répondre à cette question. Selon vous, quelle est la notion de risque, comment elle est présentée dans le cadre? Parmi ces énoncés, lequel définit le mieux le risque? Je vous laisse lire les énoncés et je vous invite à choisir un des trois. Mireille, je t'invite à me dire quand c'est complété le sondage, parce qu'encore une fois, je ne le vois pas. Oui, Donner le résultat. donc il y a environ 15 votes jusqu'à présent et la majorité ont choisi l'option, un instant, je vois 9%. L'option B. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, eh bien, est-ce qu'on termine ici le sondage? Je donne la réponse. J'ai affiché les résultats, donc Oui, OK. Ben, la bonne réponse, c'est B, effectivement, parce que un risque à la santé humaine survient lorsque des individus sont exposés à un agent dangereux qui comporte une probabilité d'engendrer des conséquences négatives sur leur santé. Donc, on peut l'associer à la formule conséquence fois probabilité. Et donc, on va vous montrer comment nous, on tient compte de cette définition dans l'estimation du risque. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous illustrer au travers d'un exemple en retraitement qui est inspiré d'un cas réel, mais qu'on a adapté pour aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les phases d'évaluation du risque dans le temps qu'on a, ni dans le détail technique du retraitement. Mais l'exemple qu'on vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un nasopharyngoscope comme dispositif médical. Donc, ils servent à visualiser les différentes régions du nez, du sinus, du pharynx et du larynx. Ce sont des dispositifs médicaux qui rentrent en contact avec une muqueuse. Donc, ils sont semi-critiques et selon la classification de Spalding, donc ils vont nécessiter après un nettoyage une désinfection de haut niveau. Dans le cas qui nous intéresse, donc, il y a un établissement qui nous avait contacté parce qu'il s'était rendu compte que depuis 1 an, il ne suivait pas les bonnes pratiques attendues. Et donc, quand ça arrive au CERDEM, très rapidement, on va parcourir le processus. C'est les infirmières qui ont une expertise clinique et un retraitement qui le font, qui parlent avec l'établissement. Donc, très rapidement, on va demander, je ne sais pas ce qui se passe, je vois, excusez-moi, est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Oui, c'est juste André, je pense, qui avait désactivé sa caméra. Oui, ma caméra que j'ai désactivée. Ah, OK, parce que moi, c'est revenu devant moi. Donc, OK, donc on veut vérifier si le dispositif médical a bien été utilisé chez un patient. Si c'est le cas, donc on parle d'un accident de retraitement. Rapidement, il faut se demander quelles sont les interventions qu'on doit mettre en place pour éviter que de nouveaux patients soient exposés. Puis, évidemment, dans le cas qui nous intéresse, le principal acteur clé, c'est l'établissement de santé. On va rapidement estimer le risque. Donc, dans le contexte d'utilisation, il peut y avoir des muqueuses non intactes, des saignements, donc possibilité de virus hématogènes. C'est le risque qu'on va évaluer. Puis, dans l'exemple que je vais vous présenter, là, donc, il y avait un écart de pratique quand même important. Plusieurs étapes avaient été sautées ou mal faites. Donc, il y avait quand même un risque significatif. Donc, l'intervention immédiate qu'on propose, c'est évidemment, c'est éviter toute nouvelle exposition. Donc, il faut retirer le dispositif médical, corriger la procédure de retraitement. Puis après ça, quand on se rend compte que l'écart est significatif au niveau des pratiques, qu'il y a de la complexité, une forme d'incertitude, par prudence, on va reprendre le cadrage en équipe multidisciplinaire et on va prendre le temps de reprendre chaque phase. C'est ce que je vais faire avec vous donc maintenant.
Donc, dans la phase de cadrage, c'est de réunir les informations qu'on peut rapidement obtenir pour cerner les enjeux, établir les grandes orientations. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux actions à faire. C'est d'abord de bien définir le problème et ensuite de bien comprendre le contexte. Donc, dans ce cas-ci, on documente l'historique, depuis quand ça s'est produit, la séquence des événements. On sait exactement, nous, en fonction des bonnes pratiques, des instructions du fabricant, des guides de pratique, quelles sont les étapes qu'ils auraient dû suivre. On les met en perspective par rapport à ce qu'eux ont fait. Puis là, dans ce cas-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ne faisaient pas de nettoyage, ils mettaient une gaine. Quand ils enlevaient la gaine, ils mettaient parfois un tampon d'alcool au lieu de faire une désinfection de haut niveau. La période problématique d'exposition, c'était pendant 1 an, puis environ 150 patients avaient été exposés. Au niveau du contexte à bien comprendre, c'est sûr que nous, on va faire une revue littérature, on va s'appuyer sur un peu l'expertise scientifique du comité multidisciplinaire, mais on priorise la dimension scientifique axée donc sur la santé de la population. Par contre, pour bien avoir une réponse qui est adaptée au contexte, d'autres dimensions sont considérées comme par exemple la dimension sociale, qui est la préoccupation et la perception du risque des patients ou des gens qui ont à gérer le risque. Puis, comme je vous ai dit aussi, il y a la réflexion éthique qu'on considère et aussi évidemment les aspects réglementaires. Et donc, au niveau de la gouvernance, lorsqu'un établissement nous demande de les soutenir, nous allons évaluer le risque et recommander de rappeler ou non les patients. Et c'est toujours l'établissement qui décide et qui va gérer le risque. Évidemment, on collabore avec eux. Donc, dans toujours cette première phase, il y a la planification du travail sur laquelle il faut se pencher. Donc, en fonction des disponibilités des experts puis des parties prenantes concernées, on met en place une équipe de travail, on établit nos objectifs de santé publique, puis on définit une approche de gestion adaptée aux risques et au contexte. Et donc, ici, ben nous, l'objectif, c'est toujours, est-ce qu'on doit rappeler les patients qui ont été exposés? Dans le cas donc, je vous ai présenté, il y avait quand même pas mal d'incertitudes, il manquait certaines données, on considérait quand même que les écarts à la pratique étaient importants, qu'il y avait donc un risque significatif qui nécessitait d'adopter une évaluation du risque et une approche prudente. La situation était quand même plutôt complexe, donc ça nécessitait une expertise multidisciplinaire qu'on a examinée dans notre comité. Donc, évidemment, on a des infirmières qui ont une expertise clinique et en retraitement, on a des conseillers scientifiques de l'INSPQ, on a des médecins microbiologistes infectiologues dans notre équipe, des médecins en santé publique, on a aussi des spécialistes en technologie et en génie biomédical. Dans la phase 2 d'évaluation et de caractérisation du risque, donc, il s'agit d'évaluer le risque avec la définition, donc, on s'est rappelé au début ensemble, c'est une conséquence et la probabilité d'observer cette conséquence, donc d'identifier les effets sur la santé, puis d'estimer l'exposition. Alors, sans rentrer dans tous les détails, quand même, en résumé, on voit que compte tenu du contexte d'utilisation que je vous ai présenté du nasopharyngoscope, ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se pencher surtout sur les virus hématogènes parce que compte tenu de la période problématique, de la période d'incubation des virus et des risques, des effets sur la santé significatifs qu'ils pourraient avoir, on s'intéresse particulièrement aux virus de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH. En ce qui concerne des infections aiguës, on ne les considère pas compte tenu que c'est quand même une longue période et que voilà. Donc, au niveau de l'exposition, ben, c'est sûr qu'on regarde la pratique de retraitement, le nombre de personnes exposées, puis comme on adopte une approche prudente, ben, on va quand même regarder les personnes les plus vulnérables et il s'agit souvent des gens qui ne sont pas immunisés contre l'hépatite B. Ensuite, on va estimer le risque. Il s'agit donc de faire une revue de la littérature pour pour avoir des données pour pouvoir estimer la probabilité d'infection. Et si on revient à notre définition, on voit que la probabilité estimée, elle va dépendre de la probabilité en fait, pour qu'un patient, malheureusement, ce qui est rare, mais serait infecté suite à un bris de retraitement, il y a différents événements qui doivent successivement se produire pour qu'on arrive malheureusement à une infection comme ça. Donc, et c'est la probabilité, donc cette succession d'événements, c'est la probabilité d'apparition de l'agent dangereux, la probabilité d'être
exposé à l'agent dangereux, la probabilité ensuite d'observer des effets négatifs sur la santé après exposition à l'agent dangereux. Et dans notre cas de retraitement, bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 événements successifs qui se produisent. Le premier, c'est que le dispositif médical est contaminé au moment des soins chez un patient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça peut se produire? Bien, ça dépend de cette probabilité 1, là. Elle dépend de la prévalence de l'infection dans la population, puis elle dépend de la probabilité que le dispositif médical soit contaminé après avoir fait le retraitement, parce que même si on ne l'a pas fait parfaitement, on a quand même fait quelque chose. Et quelle est la probabilité que selon ce qui a été fait, il reste quelque chose? Donc, ça, c'est la probabilité P1 qu'il faut estimer. Ensuite, la probabilité 2, c'est que si effectivement le dispositif médical est contaminé et qu'il y a un contact, on expose le patient, quelle est la probabilité de transmettre l'infection après exposition? Puis la probabilité 2 va dépendre si on a un contact avec des muqueuses ou un contact avec des tissus stériles. Et finalement, le dernier, c'est qu'une fois qu'on a été exposé, quelle est la probabilité que l'usager développe une infection? Puis ça dépend de son statut vaccinal et de sa vulnérabilité. Et pas toujours facile de trouver, d'estimer toutes ces probabilités, mais on s'appuie généralement sur une revue littérature, l'expertise des gens du comité. Et quand on peut le faire, on va calculer donc une probabilité qui est faite à partir de la formule que je vous montre à l'écran. Donc, on multiplie chacune de ces probabilités. Ce que vous voyez, c'est que si un de ces événements ne se produit pas, par exemple, le patient avant n'était pas malade, là, cette probabilité 1 est égale à 0, bon, ça coupe la chaîne de risque. Par contre, si on peut estimer chacune de ces probabilités, elle est inférieure à 1 chacune. Si on multiplie plusieurs probabilités inférieures à 1, je vous dis, ça donne une probabilité très faible. Et donc, la question est toujours de savoir, à partir de quand on considère que la probabilité est suffisamment élevée pour appeler les patients. Et puis, d'autres choses, parfois, on n'est pas capable d'estimer quantitativement, mais on peut faire quand même une appréciation semi-quantitative de cette probabilité en comité. Dans la phase 2, donc, je viens de vous montrer comment on estime le risque. Il y a aussi la partie analyser le contexte, donc perception, préoccupation, attente et intérêt en présence. Et donc, comme je vous disais, nous, là, c'est ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de savoir. En fait, ça amène à aller sur la perception du risque qui, au-delà de la définition du risque que je vous ai présenté, conséquence fois probabilité, c'est un petit peu quelle est la représentation mentale, l'appréciation du risque que les gens vont s'en faire. Et donc, moi, je vous invite à répondre encore à une question. Parmi les affirmations qui sont présentées, il y en a 4, lesquelles sont vraies et il est possible que plus d'une affirmation soit vraie. Donc, je vous invite à y répondre. Encore une fois, la question devrait apparaître sur votre écran. J'ai pas les questions, j'ai la forme, mais contrairement aux autres fois, il n'y a pas les questions dans le cadre affiché sur mon écran. Moi, je vois qu'il y a à date quelques personnes qui ont voté. Donc, vous pouvez aller basculer dans votre module conversation, peut-être qu'il va être là. Donc, à date, juste pour te dire, Valérie, là, la plupart des personnes répondent majoritairement au premier énoncé. OK. Donc, On va faire plusieurs choix. oui, vous pouvez faire plusieurs choix. Non, ça marche pas. Oh non, j'ai probablement pas paramétré la question pour avoir plusieurs choix. Bon, alors je tiendrai compte de ça pour vous dire que, bon, vous avez raison, c'est A, mais également D. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bon, la perception du risque varie entre les individus, entre les groupes d'individus. Elle évolue dans le temps, puis elle influence les comportements. Donc, c'est important de pouvoir bien l'apprécier pour pouvoir, si on veut, bien communiquer avec les parties prenantes. Alors, nous, dans ce cas qui nous intéresse au niveau de la perception du risque, c'était dans la question qui nous revient souvent, c'est rappeler ou non les patients exposés. Et il y a une ambiguïté
au niveau du seuil de rappel, à partir de quand on juge qu'il faut le faire ou pas le faire. Et donc, quand il y a une forme d'ambiguïté, il est recommandé souvent de consulter les parties prenantes et les experts. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a pu analyser donc ça veut dire d'analyser le contexte et d'examiner les perceptions. Ça nous mène à la phase 3, donc c'est l'acceptabilité du risque. Quels sont les risques que les parties prenantes sont prêtes à accepter et quelles sont les différentes options qu'on a devant nous pour intervenir? Et ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est quand on veut établir l'acceptabilité d'un risque, on arrive rarement à un consensus, mais plutôt à un accord relatif. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a consulté, on a établi un seuil de rappel à la probabilité de 1 par million. Elle a été établie suite à une journée de consultation d'un comité d'experts, cliniciens, scientifiques, des gestionnaires du réseau, un éthicien. Et ce groupe d'experts a établi que, bon, la probabilité était sans doute, la probabilité de seuil, c'est à partir d'1 par million. Et à partir de là, l'INSPQ a également établi des groupes de consultation issus de la population et de professionnels pour leur demander quelle était leur perception du risque et leur perception du seuil qui était proposé par les experts. Et une grande majorité ont dit qu'ils trouvaient que c'était acceptable comme seuil. Évidemment, ce n'est pas l'unanimité. Il y en avait une personne qui disait, ben moi, en fait, même si le risque est 0, je voudrais toujours le savoir. Puis il y en a un qui disait, ben moi, dans le fond, je trouve que c'est inutile, c'est une perte de temps et d'argent. Moi, je voudrais jamais le savoir. Mais l'important, c'est que la majorité des gens étaient d'accord que le seuil d'1 par million était acceptable. Donc, si la probabilité est très, très petite et inférieure à 1 par million, ben, le CERDEM ne recommande pas de rappel. Mais on appelle ça un statu quo responsable. Ça veut dire que en fait, c'est comme si on ne faisait rien, on ne rappelle pas, mais on reste quand même imputable de cette décision. Donc, au niveau de l'acceptabilité du risque, et donc, il y a toujours ce qu'on appelle le risque acceptable, tolérable, intolérable. Et un petit peu, voici comment, en comité, on va se positionner. Donc, on va évidemment, compte tenu de l'évaluation du risque, l'aspect scientifique, du seuil de rappel de 1 par million et du contexte, ben, les experts jugent le risque et vont recommander. Donc, si la probabilité est très, très faible pour une infection hématogène, on va juger le risque acceptable et on ne recommandera pas de rappel. Parfois, il peut arriver que la probabilité est proche du seuil, un petit peu en dessous, proche du seuil, mais qu'il y a un contexte particulier qu'on juge le risque tolérable, il n'y aura pas de rappel. Et quand la probabilité est supérieure au seuil, ben, on juge que c'est significatif et qu'on recommande un rappel de patient. Ça nous mène à la 4e phase où là, il faut choisir l'approche de gestion. Donc, la meilleure option possible, mettre en œuvre les interventions choisies et surveiller et contrôler. L'établissement, donc, nous, on lui fait une recommandation, puis il décide de rappeler ou non les patients. Ce que j'ai oublié de dire là, pendant la présentation, c'est que dans le cas que je vous avais présenté, la probabilité était supérieure au seuil pour le virus de l'hépatite B, mais inférieure au seuil pour le virus de l'hépatite C et le VIH. Et on avait recommandé de rappeler les patients et par précaution aussi d'offrir le dépistage pour l'hépatite C et le VIH pour pouvoir offrir un suivi et un traitement aux besoins aux patients. Donc, c'est l'établissement qui est responsable de la décision, mais aussi de la mise en œuvre de ce rappel, du suivi, de l'évaluation des mesures de contrôle, donc s'assurer de la conformité et la mise à jour des procédures, de la formation du personnel, des audits internes, et pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Ben, le CERDEM, quand même, à cette étape, peut quand même soutenir le réseau en surveillant les accidents, les incidents de retraitement, en faisant des appels à la vigilance, en émettant des recommandations provinciales, en publiant des guides de pratique et en assurant des formations en retraitement. C'est sûr que quand l'établissement prend sa décision, il doit peser les avantages et les inconvénients de rappeler ou non les patients. Il va s'appuyer donc sur nos recommandations, sur l'évaluation scientifique, mais également, il y a la réflexion éthique. Je vous en ai parlé au début, puis je voudrais revenir là-dessus parce que finalement, nous, c'est un enjeu
éthique, c'est l'enjeu de communication. Et donc, pour les établissements qui font un rappel, on propose une trousse, pour ceux qui le veulent, une trousse de communication avec une lettre type pour rappeler les patients s'ils le veulent, un communiqué de presse. Donc, c'est ça. Puis, pour l'évaluation de la réflexion éthique, ce qu'il convient de faire, c'est de voir un peu quelles sont les valeurs importantes et comment est-ce qu'on peut les ordonnancer. Puis ça peut orienter évidemment la décision en plus de l'aspect scientifique. Parce qu'on sait que quand on fait un rappel, on peut créer de l'inquiétude chez le patient rappelé, puis on ne veut pas le faire de manière indue. Donc ça amène à la valeur de non-malfaisance. On ne veut pas créer volontairement donc c'est ça, de l'inquiétude chez le patient. Et on voit que quand on va proposer un rappel, c'est sur la base de l'évaluation du risque. On considère qu'il est intolérable. Mais donc, dans ce cas-là, la valeur de transparence qui est le fait que l'établissement se doit de transmettre l'information utile à l'usager pour sa santé, et puis aussi l'autonomie du patient qui puisse avoir l'information nécessaire pour faire un choix pour lui-même. Bon, on considère que ces valeurs-là sont plus importantes que la valeur de non-malfaisance ou d'équité. Là, on veut dire qu'on a quand même des ressources limitées au point de vue financier humain, donc dans le réseau de la santé. Donc, si la probabilité est très, très faible, en fait, la valeur d'équité doit également être considérée, mais quand on est au-dessus du seuil de rappel, on considère que la balance penche du côté donc du rappel au niveau de la réflexion éthique. Donc, c'est la conclusion. Le processus s'adapte au contexte. Nous, on a un seuil de rappel qui a été établi via une consultation. L'acceptabilité du risque au CERDEM est établie en comité multidisciplinaire, puis les fonctions du niveau de risque. Donc, je ramène l'évaluation scientifique, conséquences, probabilités, seuil de rappel, les valeurs éthiques importantes et évidemment le contexte. Donc, je vous remercie pour votre attention et nous sommes disponibles, ma collègue André et moi, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, André, pour cette présentation. Il y a des mains levées dans la salle et il y a aussi une question dans le chat. Peut-être que je demanderai peut-être à Karima Reba de peut-être poser sa question de vive voix d'abord parce que je viens de voir sa question. Donc, Karima, si tu veux prendre la parole, je te la donne. Hey, je n'étais pas préparée à faire une caméra, mais c'est correct. Merci. Merci pour ces présentations. Donc, moi, j'ai eu des conflits avec le COVID, mais je trouve que vous avez été très actifs. En fait, c'est clair, ma question est par rapport aux cliniques, enfin, au milieu privé. Est-ce que vous gérez des demandes qui proviendraient par différentes façons et contextes, que ce soit par des travailleurs, signalement de travailleurs qui signalent une pratique déviante? En fait, il y a beaucoup de sous-questions dans ma question, je trouve. Et aussi par rapport au signalement de la population aussi qui peuvent nous survenir en maladies infectieuses suite à des écarts de pratique. Alors, voilà, c'est ça ma question. Merci. Bon, ben André, si tu permets, je vais commencer, puis tu compléteras. Donc, c'est une très bonne question. On s'était dit, est-ce qu'on en parle ou non? Mais on s'est dit, ça viendra dans les questions. Donc, évidemment, nous, notre mandat, c'est pour les établissements du réseau de la santé, donc public. Évidemment, ça nous est déjà arrivé de devoir évaluer du risque pour des cliniques privées. Puis souvent, la question provient suite à un audit du Collège des médecins, je ne sais pas comment on appelle ça, ou en tout cas une demande du Collège des médecins et de la direction de santé publique. Dans ce cas-là, évidemment, le décideur, ce n'est pas juste la clinique privée, mais la direction de santé publique qui est impliquée comme acteur clé dans le processus d'évaluation du risque et qui va être le décideur et qui va être celui qui va gérer le rappel. Donc, et actuellement, notre mandat n'est pas encore établi, mais il est en discussion pour l'élargir au privé. Mais évidemment, quand il y a un besoin, on est là. Merci beaucoup. Il y a ensuite une main levée, donc Rainer Banken, j'espère que je n'ai pas déformé votre nom. Oui, Rainer, c'est bon, c'est la suite de Laval. Karima, c'est ma collègue à Laval. Moi, je suis en santé au travail à Laval. Ma question, merci beaucoup pour avoir présenté les cas de gestion des risques. J'ai suivi la formation avant COVID, il y a un certain temps avant la COVID, et j'ai trouvé que la question d'incertitude est
pas très bien traité dans le cadre d'évaluation. Et je le vois aussi dans votre présentation. Il me semble que je n'ai pas vu une seule fois le mot incertitude. Pourtant, on estime, on parle de probabilité. D'un point de vue épidémiologique, si vous multipliez la probabilité avec des intervalles de confiance, bonne chance, l'incertitude augmente pas mal. Il y a aussi la question de comment est-ce que je traite l'incertitude, c'est quel type d'incertitude, est-ce que c'est une incertitude, je dirais, stochastique de probabilité, où on peut appliquer des facteurs de sécurité ou d'autres méthodes de gestion des risques, ou s'agit-il d'une incertitude de plus comme on l'a vécu avec la COVID? On ne sait simplement pas, par exemple, quel est le risque pour les femmes enceintes d'attraper la COVID. Donc, je travaille dans ce domaine-là. On a dit, on fait un parallèle avec une autre maladie, la SARS-CoV-1, et là, on parle de principe de précaution. Donc, dans votre présentation, je n'ai pas entendu parler du mot incertitude, je n'ai pas entendu parler du mot précaution. Et j'aimerais avoir un peu de commentaires sur l'utilisation des principes de précaution dans la gestion des risques pour les gestions des dispositifs médicaux de façon plus générale. Et peut-être juste pour finir avec ça, il y a quelques années, il y a 10, 15, 20 ans à peu près, on parlait de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie à prion et possible transmission par des cathéters sanguins, des choses comme ça. Donc là, il y avait quelque chose qui a disparu complètement. Donc, comment est-ce que vous voyez la précaution dans la gestion du risque? OK. Merci pour votre question. Dans le cadre, j'avoue qu'il est très volumineux. Il y a un aide-mémoire, mais il y a une petite partie sur l'incertitude et tout tourne autour de adapter l'approche au risque et au contexte. Et dans ça, on veut dire identifier l'incertitude. Et si vous regardez notre présentation, le mot incertitude est écrit. Et en dessous, il est écrit approche prudente. Donc, quand on a de l'incertitude, on recommande une approche prudente. On pourrait dire le principe de précaution. C'est quand, d'ailleurs, il y a des références sur le principe de précaution. Si vous voulez approfondir le sujet dans toutes les références du cadre, mais c'est justement, y a-t-il de l'incertitude? Les conséquences peuvent-elles être graves? Existe-t-il des interventions qu'on peut mettre en place? Bon, dans le cadre de notre présentation aujourd'hui, nous, quand on a de l'incertitude, puis c'est vrai, on en a parce que quand on fait de la revue littérature, on n'a jamais exactement le même cas que nous, on doit évaluer. Donc, on n'a pas un laboratoire, on va aller faire des tests. Donc, il y a quand même, on se base sur certaines données. Parfois, il y en a, parfois, il y en a moins. Il y a des hypothèses à faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une approche prudente. Ça veut dire qu'on va considérer les patients les plus vulnérables. Donc, on va considérer que même si tu es en contact avec une muqueuse, on va prendre la probabilité de contact avec une muqueuse non intacte. Donc, ça va être une probabilité plus élevée. On va toujours prendre dans les probabilités, dans les scénarios qu'on a, la probabilité la plus élevée pour faire notre calcul de probabilité. Puis, on va considérer que c'est des patients qui sont non immunisés contre le virus de l'hépatite B. Donc, dans notre calcul de probabilité, le troisième événement, la probabilité 3 égale 1. Donc, mais évidemment, ce sont des scénarios et ça, on le dit. Nous, par prudence, compte tenu de l'incertitude, on met un facteur de sécurité et on prend les valeurs. Parfois, on a pour certains, pour évaluer la probabilité que le dispositif médical soit encore infectieux après le retraitement, on a parfois des intervalles de confiance sur la probabilité, puis on va prendre la valeur maximale. Voilà. Juste un petit supplément, si je peux. Je pense que ce serait intéressant de retravailler le cadre de gestion des risques et de mettre le principe des précautions plus en avant. Nous avons vu par exemple, en centre au travail, le port du masque N95. Il y a eu un jugement de l'Outaouais là-dessus où le principe des précautions a été évoqué. Le principe de précaution a été évoqué à partir de notions environnementales, même pas gestion du risque. Il y a quelque chose à faire et tantôt vous parlez de prudence. Pour moi, il y a une grande différence entre prudence et principe de précaution. Ce n'est pas la même chose. Alors, il y a quelque chose, je sens un peu malaise par rapport à précaution, gestion du risque. Je pense que ça vaudrait la peine d'approfondir ça et éventuellement et le communiquer aussi au public dans les groupes concernés. Oui, tout à fait. En fait, le cadre est un cadre générique qui inclut beaucoup de notions. On n'a malheureusement pas pu approfondir toutes les notions associées. Elles sont abordées vraiment d'une façon générale. Vous avez raison. Merci.
Merci beaucoup pour la bonne question. Est-ce qu'il y a, je pense que dans le chat, il y a Régent Dion. Est-ce que tu aimerais prendre la parole, Régent, pour poser ta question? Oui, merci. Juste une question parce que moi, j'étais sur le comité d'hémovigilance du Québec et on parlait d'incidents et d'accidents en transfusionnel en rapport avec les produits sanguins puis les tissus, donc en histovigilance, en plus de l'hémovigilance. Est-ce qu'il y a des différences? Parce que là, vous avez donné un exemple d'accident, si j'ai bien compris. Alors qu'en hémovigilance, si je me souviens bien, on parlait d'accident quand il y avait eu transmission avérée. Dans ce contexte-ci, pourriez-vous, dans le fond, dans votre domaine, si vous avez parlé d'accident, est-ce qu'il y a aussi incident? Puis comment vous faites la distinction entre les deux? Est-ce que tu veux que je réponde, Valérie? Là, tu peux y aller, André. D'accord. Donc, nous, on l'a vraiment adapté pour le retraitement. Donc, un incident, c'est toute dérogation à une norme reconnue de retraitement d'un dispositif médical ayant été constatée après avoir eu franchi les derniers contrôles de qualité qui est préalablement à l'entreposage ou lors de sa mise en circulation. Donc, sans toutefois que le dispositif n'a été utilisé à l'endroit d'un usager. Donc, ça, c'est notre incident. L'accident, c'est le dispositif a touché l'usager. Donc, c'est toute utilisation à l'endroit d'un usager d'un dispositif médical ayant fait l'objet d'une dérogation à la norme reconnue de retraitement d'un dispositif médical. Une telle utilisation devient systématiquement être présumée comme pouvant entraîner une conséquence sur l'état de santé de l'usager. C'est vraiment nos deux définitions qu'on a vraiment encadrées suite à le projet de loi 113. OK. Mais il n'y a pas eu une conséquence avérée. C'est pour votre question. Oui. Bon, peut-être une autre question, si je peux en profiter, si j'ai la permission. La question que j'avais, c'est, il y a des événements où on s'aperçoit que c'est au bout d'à peu près 1 an, des fois 2 ans, que les gens s'aperçoivent qu'ils ont eu un bris d'appareil médical. De quelle façon on pourrait éviter, parce que là, ça remplit le problème, parce qu'on se retrouve des fois que des centaines de personnes exposées. De quelle façon on peut y aller de façon préventive, justement, pour qu'ils puissent, que les gens suivent les procédures normales? Vaste question, mais peut-être que je vais laisser André répondre. Oui, donc c'est important. Où on vient, on demande de faire de la prévention. Donc, c'est toute la formation, de s'assurer que tous les contrôles de qualité concernant les dispositifs ou les appareils soient respectés, qu'il y ait des registres attachés à ça. Donc, les gens viennent vérifier si les registres ont été faits. Et en plus, on demande de faire des audits annuellement dans chacun des unités de retraitement, que ce soit des unités satellites en retraitement, afin de s'assurer qu'il y a une conformité là, dans les pratiques, donc de cette façon-là. Donc, on essaie d'agir vraiment en prévention et non en action lorsqu'on a des événements qui sont déclarés, là, puis qu'il y a une bouscule qui est rattachée à ça. Si tu me permets, André, je compléterai. On a en fait un comité de répondants, donc en retraitement des dispositifs médicaux dans tous les établissements. Et donc, quand on se rend compte qu'il y a un problème, des questions qui reviennent, on peut communiquer directement avec ces gens-là. Et puis, évidemment, on a des guides de pratique pour les soutenir. OK, merci beaucoup. On peut penser aux alésoirs à Cotil, qu'il y avait eu un problème à un moment donné. Là. Merci. Exactement. Puis ça a fait tout débouler depuis plusieurs années, là, tout l'encadrement au niveau du retraitement dans le réseau de la santé. Il y avait merci beaucoup, Régent, pour ta question. Il y avait une question de Bernard Pouliot, donc je vous laisse la parole. Oui, je voulais savoir, ça fait quand même plusieurs années que le système est en place. Est-ce qu'effectivement, il y a un suivi qui est fait des transmissions effectivement reconnues, associées à ces incidents-là, ou si, parce que ça relève des établissements, on n'en a pas d'idée pratico-pratique?
D'abord, bonjour Bernard, ça me fait plaisir de vous voir. Je Oui, voudrais souligner que bonjour. Bernard a été depuis le début sur le groupe de travail pour développer le cadre de référence en gestion des risques. Il nous a bien soutenus et on a beaucoup apprécié sa contribution au cadre. Donc, pour répondre à votre question, bon, c'est les établissements qui vont faire le rappel. Nous, on fait toujours un suivi avec eux pour voir un peu c'est quoi le résultat. On se comprend que une probabilité de 1 par million est beaucoup plus faible que la prévalence dans la population. Donc, toujours, on a beaucoup plus de chances de retrouver quelqu'un qui avait un virus hématogène dû à la prévalence dans la population que dû au bris de retraitement. Donc, c'est pas toujours évident quand on trouve des cas, ça peut arriver, qu'on établisse un lien de cause à effet entre l'événement de bris et ça. Donc, je ne sais pas si André, tu voulais compléter. Oui, bien effectivement, mais pour les événements indésirables, on a un registre national où tout est colligé dans les incidents et accidents et on fait un rapport annuellement de ces événements-là qui est en lien avec le retraitement. Puis on essaie avec nos répondants d'établissement de faire des formations, de s'assurer qu'il n'y a pas de récurrence face surtout aux incidents parce qu'ils peuvent devenir des accidents, ces incidents-là. Donc, je vous dirais qu'on encadre là, bien les répondants pour s'assurer que les moyens, les plans d'action soient élaborés puis qu'il y ait un suivi vis-à-vis de ces actions-là. Merci. Merci beaucoup, Bernard, pour votre question. Il y a des échanges intéressants entre Michel Savard et Rainer. Je ne sais pas si Michel, vous voulez prendre la parole, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Si tu permets, Mireille, si Michel Savard est là, oui, parce que Michel était également sur le comité. J'ai pas pu. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ce cadre de référence. C'est pas le cas de l'INSPQ. Il y avait des gens des districts publics, du ministère. Michel, donc Michel, si tu veux compléter. Merci. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça peut rajouter, mais avec Rainer, par passant, c'est un plaisir de l'entendre. C'est un ami à moi depuis longtemps. Et c'est qu'il y a un concept qui est peu connu, c'est le principe de l'attention. En France, ils l'utilisaient, les gens du MAPAC l'ont utilisé. C'est que quand un signalement, une situation ne répond pas aux critères du principe de précaution, parce qu'il y a des critères pour appliquer le principe de précaution. Ekurilski en a émis, puis Rainer les connaît très bien, il y a des critères. Mais des fois, une situation ne rencontre pas les critères pour invoquer le principe de précaution. Et la France a inventé une autre notion, c'est le principe d'attention. C'est-à-dire que je n'ai pas tous les critères pour invoquer et agir par le principe de précaution, mais c'est comme une sorte d'accusé de réception. C'est de témoigner à la personne qu'on prend connaissance de cette situation, qu'on s'en préoccupe. C'est-à-dire que je n'ai pas tous les critères pour intervenir en invoquant le principe de précaution, mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien. C'est-à-dire que je vous avise que, en vertu du principe de l'attention, nous allons porter attention à votre situation et on va donner suite. Mais c'est tout de suite de sauter sur, en vertu du principe de précaution, on doit intervenir, puis des fois on glisse parce que c'est pas facile de déterminer la borne inférieure d'intervention lorsque tu invoques le principe de précaution. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose à la réflexion, là, mais ça me tentait un peu de l'invoquer. Et j'en profite devant tout le monde pour dire bonjour, Rainer. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que, Rainer, vous aviez une autre question? J'aimerais juste faire un autre commentaire. Il y a eu notre symposium épithère virtuel. Il y avait une présentation sur les dimensions éthiques. Et j'ai posé la question à l'invitée française sur l'éthique concernant la place du principe de précaution dans l'évaluation du risque. Et sa réponse est à l'effet, mais ça, c'est plus politique. Donc, effectivement, en France, le principe de précaution est dans la loi, peut-être même la Constitution, en tout cas, ils voulaient mettre là-dedans. C'est vu comme un principe politique
et non pas comme un principe opérationnel dans l'évaluation de la gestion du risque. Et je pense que c'est ça que le débat, nous n'avons pas assez discuté. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de précaution? Est-ce qu'il y a un principe de précaution? Est-ce qu'il y a des principes de précaution? Il y a des gens qui parlent de principe de la précaution épistémique. Je ne sais pas si ça arrive, mais j'ai un drapeau rouge qui me dit que ça pourrait arriver. Lorsque je parle d'incertitude stochastique sur la probabilité, pour moi, ce n'est plus la précaution, c'est la prudence. Je dis facteur de sécurité, je lose l'effect level, c'est plus la précaution, cette affaire-là. On est ailleurs. Donc, ce qui nous manque, c'est un petit peu de bien évoquer pour opérationnaliser les principes de précaution dans la gestion du risque, et ça prend la délibération. Sinon, on n'y arrive pas, ça c'est clair. Merci beaucoup. Oui, je pense que ça serait, comme Louise le suggère, ça serait un bon sujet à reprendre dans une prochaine rencontre, dans une prochaine conférence. Justement, je vais travailler là, avec mon équipe pour faire la programmation des conférences web. Donc, je vais lancer un appel à tous ceux qui veulent proposer un sujet, puis je vous invite à l'inclure. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Quelqu'un voulait prendre la parole, peut-être commentaires, questions? Je ne vois pas de main levée. Vous pouvez lever votre main. Il nous reste encore 5 minutes. Peut-être en attendant, j'aimerais remercier André et Valérie pour la belle présentation. Je pense que c'est la première fois qu'on a autant discuté de vive voix. C'est rafraîchissant. C'est un sujet, je pense, qui s'applique un peu à tous les domaines de pratique. On l'applique vraiment, là, peu importe si on est en santé environnementale, en santé de travail ou en maladie infectieuse. C'est un cadre qui est applicable, et le sujet que vous avez amené est quelque chose que, pour certains, moins habitués, mais ça nous voit vraiment l'application de ce cadre-là et les belles discussions qu'on en a tirées. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous deux de votre temps, de votre disponibilité. Donc, pour le lien d'évaluation, il se trouve sur la plateforme, puis je vais essayer de vous le mettre dans le module conversation. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, peut-être je vais en profiter aussi pour vous annoncer le sujet de la prochaine conférence web. Donc, dans le fond, la dernière conférence web qu'on va avoir lieu, dans le fond, le 7 juillet. Donc, c'est notre dernière pour notre programme. Et elle porte sur le sujet, sur l'analyse de besoins de formation en ligne auprès des infirmières afin d'améliorer la compétence en prévention des infections et contribuer à une culture collaborative de sécurité. Donc, celle-ci, c'est le 7 juillet. Donc, vous allez recevoir de la même manière là, le lien Teams, une invitation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un bel après-midi. Restez prudents et rafraîchissez-vous dans cette chaleur accablante. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye tout le monde. Bon été. Merci, oui. Oui, merci. Merci Bernard. Merci, bonne journée. Merci.